Émoi et stupéfaction en Martinique. Une jeune femme de 21 ans est morte d'une overdose à Paris. Elle transportait dans son ventre des boulettes de cocaïne. Le phénomène des mules serait de plus en plus répandu. Le reportage de nos confrères en ouverture de cette édition. Un exercice grandeur nature aura lieu pour se préparer au risque de tsunami en Guadeloupe. Êtes-vous conscient de cette menace pour notre archipel? Isabelle Hameau et Bénédicte Jourdier vous ont posé la question. Et la bataille pour la présidence du grand port maritime de la Guadeloupe fait rage. Le président de région, Harry Chalus, est entré dans la danse. Il a décidé de se porter candidat. Le décryptage d'Yvan Lemar à venir. Et puis ils ont relevé le défi 48 jours à la rame des îles Canaries, à Lens-Tabarin-au-Gosier. L'équipe de la traversée de l'Atlantique est arrivée ce matin. Grand moment d'émotion sur la ligne d'arrivée en présence de Karen Diama. Bonsoir à tous. Nous ouvrons votre journal avec cette histoire tragique, celle de cette jeune Martiniquaise de 21 ans, morte dans un hôpital parisien des suites d'une overdose. Elle avait ingéré des boulettes de cocaïne avant de prendre l'avion. Seulement voilà, son voyage a viré au drame. Les capsules ont explosé en plein vol. Elle avait accepté d'être ce que l'on appelle une mule, c'est-à-dire une passeuse de drogue. En Martinique, elles seraient de plus en plus nombreuses. Une situation qui inquiète les autorités. Reportage Loïc Régis et Frédéric Mazy d'ATV Martinique. La jeune étudiante aurait avalé plusieurs capsules de cocaïne avant son départ pour Paris. En plein vol, au moins 2 doses auraient explosé. La foyalaise de 21 ans fait un malaise dans l'avion et arrive à Orly dans un état jugé sérieux. À l'hôpital, elle plonge dans un coma dont elle ne sortira jamais. La jeune Martiniquaise décède finalement dimanche. Ce serait la première fois qu'une mule meurt en partance de la Martinique. Un voyage risqué. Ce jeune homme, que nous appellerons David, a plusieurs fois effectué des transports de cocaïne avant d'être intercepté par les douanes. Motivé par l'argent rapide et facile, il décide en 2014 de participer à un trafic. Je fais de la cocaïne montée en France. Je ne suis pas fier, mais voilà, c'était pour ma survie. J'avais besoin d'un peu d'argent. Tu vois, ma maman, elle travaille. Pas tous les jours qu'elle peut me donner, quoi. Alors, j'ai fait quelqu'un m'a avancé de la cocaïne. Parce que j'avais pas moi-même, j'avais pas de drogue. J'ai fait 400 montées, 400 gommes. Il m'a donné 3000, 3006. Tout s'est passé très vite, le réseau était bien organisé. Il m'a ramené tout préparé, j'ai pas eu le temps de voir franchement comment il prépare ses affaires. Il a préparé la cocaïne pour moi et puis voilà. Je suis arrivé en France, il m'a donné un numéro. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai contacté la personne que je devais voir. On m'a payé et puis voilà, moi bien sûr, je suis allé faire mes vacances aussi. Un appât du gain qui préoccupe la justice. En Martinique, le nombre de mules serait en augmentation ces dernières années. C'est un phénomène sur lequel nous avons eu plus de dossiers en 2015 qu'en 2014 et plus qu'en 2013. Donc on est sur un phénomène qui en 2015 notamment a été effectivement un phénomène qui a pris de l'ampleur. Difficile de dégager un profil type selon le procureur, mais il s'agirait avant tout de personnes inactives et en manque d'argent. On a là aussi une grande variété de choses, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, hein, on a des hommes et des femmes. Le profil qu'on retrouve un petit peu plus sont effectivement des gens qui ne sont pas obligatoirement des jeunes, plutôt vers la trentaine, souvent sans travail et qui se sont retrouvés impliqués dans ces affaires contre rémunération. L'an passé, les services des douanes de l'aéroport Aimé-Césaire ont interpellé une dizaine de mules. Le transport illicite de stupéfiants est passible de plusieurs années d'emprisonnement et d'amendes dépassant largement le prix de la marchandise. Depuis 2009, le groupe intergouvernement de la coordination du système d'alerte au tsunami et au risque côtier organise le CaribWave, le système d'alerte caribéen. Un exercice grandeur nature pour se préparer à submersion marine. ADS, c'est tout le centre-ville qui sera évacué. L'équipe de la ville travaille sur cette organisation depuis plus de 2 semaines pour tester l'efficacité du système d'alerte. Reportage Bénédicte Jourdier. Josica, au fait. Oui, ça va.
Tu vas bien? Oui, ça va, je suis là. D'accord, ça va? Ça 2 jours avant la fausse alerte au tsunami, Alphonse Guillaume, adjoint au maire en charge de la sécurité, s'assure que les plus vulnérables soient au courant. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire en cas de tsunami? Josie habite à 3 mètres de la plage et elle s'est préparée à l'éventualité d'une telle catastrophe. On ne peut jamais savoir quand est-ce que ça arrivait, mais quand même, je surveille. Et je suis à l'écoute, quoi. Et je me prépare. Parce que j'arrange des petites choses au cas où je peux prendre un passant et partir à la hâte, quoi. Je ne peux pas courir par rapport à mes genoux, mais je vais essayer de marcher vite. Comme cette habitante, 1 millier de personnes devraient être évacuées jeudi à des haies. Le scénario, un tremblement de terre a eu lieu au Venezuela, provoquant une série de vagues de 10 mètres pour les plus hautes. Les tsunamis sont la plupart du temps déclenchés par des séismes ou éruptions volcaniques. En cas de très fort tremblement de terre et de retrait des eaux, il faut donc se diriger vers les hauteurs. Si ça dure plus de 30 secondes et que c'est très fort, il faut courir vers les hauteurs parce que les autorités n'auront pas le temps de prévenir. S'agissant maintenant d'un séisme qui a lieu, on va dire, à plusieurs centaines de kilomètres, peut-être que celui-là donnera le temps de prévenir la population. Pareil, dès lors que la population entendra la sirène d'alerte, il faut récupérer un minimum de choses et partir en courant, aller vers les hauteurs. Le plus important, c'est de savoir qu'on ne doit pas s'arrêter, se poser des questions, va-t-il y avoir un tsunami ou pas? Il faut partir en courant, à une hauteur à peu près d'environ 10-15 mètres, voire même plus. Objectif, sensibiliser la population et évaluer le dispositif de sécurité. Le refuge en fait, du bourg de Déhay, c'est le collège à terme. Voilà. Pour cet exercice, la commune espère évacuer le bourg en 15 minutes. C'est peu de temps, mais il faut faire vite. Donc, d'où l'intérêt de l'information à la population pour que les réactions soient immédiates. L'exercice, c'est surtout de mettre en place des réflexes, de permettre à la population de savoir quoi faire en cas de tsunami, comment réagir sans avoir à hésiter. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les différents équipements. D'ailleurs, à Déhay, il n'y a pour le moment aucun moyen de donner l'alerte. Donc pour nous, on va devoir s'adapter avec un moyen d'alerte qui ne correspond pas du tout aux normes, on va dire. Puisque c'est un investissement quand même qui est assez coûteux, qui demande à peu près de 20 à 30 000 euros d'investissement. Un investissement prévu en 2020 selon cet élu. Et pour l'exercice d'évacuation de jeudi, tout devrait être prêt, à condition que toute la population en soit informée. Et les tsunamis font partie intégrante de notre histoire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le phénomène s'est déjà produit en Guadeloupe. En 1755, un important séisme à Lisbonne, au Portugal, avait provoqué la propagation d'une vague géante de 10 mètres à travers tout l'océan Atlantique. Cette dernière avait atteint notre archipel. C'est entre le Moule et Petit Canal que les effets avaient été les plus forts. Êtes-vous conscient de ce risque? Isabelle Hameau et Bénédicte Jourdier se sont rendus dans cette zone pour recueillir vos avis. Regardez leur reportage. Il y a beaucoup de tremblements de terre, et des cyclones, et les ouragans. Donc on n'est pas à l'abri d'un tsunami. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Oui, c'est quelque chose à avoir très peur. Vous voyez pas comment ça dévaste les autres pays? Et on est juste une petite île. Je sais pas quel jour, quelle date, quelle année, mais il faut s'y attendre à ça. Hein, parce qu'il y a des tremblements de terre tous les jours. Alors avec ces tremblements de terre, ça peut passer à n'importe quel moment. C'est jamais vraiment arrivé en Guadeloupe, donc je suis consciente, mais je ne sais pas. Aucune idée. Oui, je suis conscient parce qu'on se rend compte dans le monde, le nombre de tsunamis, et donc on se dit un jour ça va peut-être nous arriver, surtout que nous habitons sur une île. Alors moi, ce que je conseille aux autorités, c'est de nous donner le maximum d'informations là-dessus. Parce que pour les gens qui habitent en bord de mer et qui ne sont pas informés, qui vivent, qui construisent n'importe comment, ça permet de construire. Je pense qu'il y a quand même un risque énorme. Oui, on est conscientisé. Regardez, la mer est tout près de nous là. À n'importe quel moment, ça peut nous arriver. Hein. Donc on est là. On est là, comme je dis, on est en attente. Hein. On ne sait jamais le jour que ça peut arriver. Bien sûr, surtout lorsqu'on vit sur le littoral, comme par ici au Moule. Et je pense qu'il est bon de se former, de s'informer sur les risques que nous encourons. C'est une zone sismique, donc il est obligé qu'il y ait des risques. Donc il faut se former, il faut s'informer. Voilà, ok, on peut avoir peur,
Mais il faut s'informer. Il y a la conscience qu'il y a un risque de tsunami en Guadeloupe. Mais on ne sait pas quand, à quelle heure, quel jour ça va arriver. Non, mais écoutez, pour l'instant, je suis en vacances et je ne réfléchis pas à ça. J'en ai vaguement entendu parler à l'actualité, mais sans trop être sensibilisée. On a quand même le frayeur pendant la période cyclonique. On a quand même des vagues qui sont assez importantes. Mais sinon, on n'a aucun risque ici pour cette tsunami que vous parlez. La bataille pour la présidence du grand port maritime de la Guadeloupe fait rage, essentiel pour le développement de notre territoire. Son nouveau président devait être élu la semaine dernière, une élection qui a finalement été reportée. Hier, c'est Tari Chalus en personne qui a annoncé sa candidature. Un nouveau rebondissement dans cette course pour la gouvernance dont l'issue sera connue ce vendredi 18 mars. Le décryptage d'Yvan Lemar. Pour la présidence de Guadeloupe-Port-Caraïbes, 3 candidatures ont été enregistrées, celle de Gilles Thémine, celle de Philippe Khalil et depuis hier celle d'Ari Chalus. Le candidat élu sera à la tête du conseil de surveillance, l'un des 3 organes de la gouvernance du port. Ce conseil est en charge des orientations stratégiques et exerce un contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il est composé de 17 membres, 4 représentants de l'État, 3 représentants du personnel de l'établissement public, 3 représentants de la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe, 5 personnalités qualifiées et 5 représentants des collectivités, 1 pour la région, 1 pour le département, 1 pour la ville de Bémao, 1 pour la ville de Pointe-à-Pitre et 1 pour la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Le futur président aura un rôle clé dans l'avenir du port qui l'an dernier a transbordé plus de 62 000 conteneurs équivalents Viens-Pieds et a reçu 320 000 croisiéristes. L'élection du nouveau président est prévue vendredi prochain. L'ancien président de région, Victorin Lurel, a remis ce matin son rapport sur l'égalité réelle outre-mer en présence de la ministre des Outre-mer. Pendant 8 mois, le député a étudié les sources d'inégalité entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et les moyens d'y remédier. Reportage Yvan Forestier d'ATV Paris. En présentant ce rapport, Victorin Lurel honore la promesse numéro 29 du candidat Hollande, l'accès à l'égalité réelle pour tous. Après la lutte contre la vie chère, la défiscalisation, le renforcement du CICE, ce rapport étudie comment rattraper les inégalités économiques au sein des territoires ultramarins. Ce que je demande moi à l'État, c'est de décréter l'état d'urgence sociale outre-mer, c'est de déclencher un bing-bang économique avec du zéro charge, des zones franches globales, avec un complément temporaire de retraite pour les petites retraites, une priorité forte et soutenue aux TPE et aux PME en leur réservant un tiers des marchés publics. Au total, 35 recommandations et 75 propositions pour l'instauration d'une égalité économique sur une génération. Tous les secteurs sont concernés, entreprises, emploi, jeunesse, éducation, TVA, prestations sociales. Mais ce rapport et ses propositions doivent d'abord être étudiés par le gouvernement. Les services du ministère ont beaucoup aidé, ont contribué à ce qu'on puisse avancer sur ce sujet. Ils ont bien évidemment fourni les éléments qui ont permis aux députés d'approfondir sa réflexion, mais bien évidemment les préconisations qu'il fait, elles lui appartiennent. Et maintenant, il va falloir que nous les expertisions et que nous voyons ce qu'on peut retenir, comment on peut aller de l'avant sur ce qu'il a proposé. Une expertise qui sera réalisée en collaboration avec le tout nouveau secrétariat d'État à l'égalité réelle. Le travail gouvernemental doit être un travail, et il n'y aura aucun souci, un travail collectif qui mobilise l'ensemble des énergies parce que le sujet est important, dramatique sur nos territoires et il faut qu'on arrive à avancer. Donc voilà, moi je suis en transversalité et je prendrai ma part sur l'égalité réelle, mais il y a une ministre des Outre-mer. Le projet de loi qui en résultera devrait être présenté en première lecture à l'Assemblée nationale avant le mois de juillet. Une concertation sera ensuite organisée avec les exécutifs locaux. Son nom ne vous dit peut-être rien pour le moment, mais François Asselineau entend bien faire parler de lui. Il a l'intention de se présenter à la présidence de la République en mai 2017.
au nom de l'Union populaire républicaine, un parti fondé il y a 9 ans. L'axe principal de son programme, la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. On écoute ses propos recueillis par Bénédicte Jourdier. On voit que l'Europe s'enfonce dans la crise. Il y a eu la crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre. Il y a un problème de démocratie qui se pose dans tout le continent européen, puisque de plus en plus, les peuples commencent à se rendre compte que tous les grands choix politiques, économiques et sociaux sont fixés par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort, et pour ce qui concerne la diplomatie et les actions militaires, par l'OTAN depuis Washington. Nous versons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, à la Commission européenne, et la Commission européenne nous en restitue 14 milliards d'euros avec le drapeau bleu aux étoiles d'or pour le FEOGA, le Fonds social européen, le FEDER, la politique agricole commune, etc. Donc, nous, notre programme, le programme politique de notre mouvement, qui consiste à proposer de sortir de l'Union européenne, il y a beaucoup de gens qui me disent, en métropole comme ici d'ailleurs, « Ah oui, mais si on sort de l'Union européenne, c'est vrai que l'Union européenne nous impose plein de trucs, mais si on sort, qu'est-ce qui va devenir de nos subventions ?» Ben là, moi, je suis venu dire que non seulement on aura toujours les mêmes subventions, mais il n'y aura plus le drapeau bleu aux étoiles d'or, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge, mais en plus de ça, on aura 9 milliards d'euros de plus pour l'économie française, pour lancer des programmes de logement social, pour désendetter le pays, et aussi pour aider les collectivités locales, notamment toutes les communes qui actuellement voient leur dotation globale de fonctionnement diminuer. Ben nous, on remettra toutes les dotations globales de fonctionnement aux petites communes, y compris outre-mer. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voici la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Patrick Gall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre de santé au pôle psychiatrie au CHU de Pointe-à-Pitre. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dédiée à la santé mentale a débuté cette semaine. Cette année, elle met l'accent sur l'importance de la santé physique. Les deux seraient intimement liés. Quel est le lien entre les deux? Bon, l'adage qui dit que bien dans son corps, bien dans sa tête, un esprit sain dans un corps sain, bon, se vérifie aussi pour les malades souffrant de troubles psychiatriques. Quand ils ont ces troubles et qu'on arrive à prendre en charge le corps, on a remarqué qu'effectivement, ils arrivent à se sentir un peu mieux et le soin est plus facile. Alors, dans une enquête que vous avez réalisée avec l'aide, le soutien de l'Agence régionale de santé, l'ARS, 78% des personnes interrogées perçoivent l'hôpital comme un lieu de soins pour les fous. En Guadeloupe, 62% des interrogés disent qu'ils n'accepteraient pas de soigner un proche malade mental à leur domicile. Pourtant, des études américaines l'attestent. Environ 20% des gens seront personnellement infectés par une maladie mentale au cours de leur vie. Et 80% restants, les 80% restants, ils seront confrontés parce qu'ils vont rencontrer forcément un membre de leur famille qui rencontrera ce genre de difficultés ou encore un collègue. Comment déstigmatiser la santé mentale quand il y a autant de préjugés? Déjà, je pense qu'il ne faudrait pas tout de suite, pour une personne qui présente, avec les difficultés de la vie, qui présente un moment de dépression, une petite déprime, je crois avant de parler de maladie mentale, de folie, il faudrait quand même se rapprocher de structures comme les CMP, qui sont des structures où on peut avoir un premier avis, des consultations avec des professionnels, soit d'abord des psychiatres et aussi des psychologues qui peuvent faire des accompagnements et limiter le risque de tomber dans la maladie mentale. Comment on reconnaît une maladie mentale? On reconnaît une maladie mentale. Déjà, je pense que c'est la répétition d'un état qui montre une rupture avec le milieu social, avec la société. Et quand cet état persiste, je pense qu'il faut s'en inquiéter et décider et motiver cette personne à faire une consultation vers des services spécialisés comme les services de psychiatrie. Un phénomène inquiétant, vous me le disiez tout à l'heure, c'est l'arrivée de jeunes maintenant à l'hôpital psychiatrique, de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux, l'arrivée de jeunes qui nous interpellent beaucoup. Anciennement, on pourrait dire qu'il y avait la maladie touchait une certaine tranche de population. Maintenant, on se rend compte que très rapidement, on rencontre des jeunes adolescents, de jeunes adolescents,
qui sont touchés par cet aspect de la maladie et qui nécessitent quand même des soins très particuliers. Une prise en charge très précoce peut limiter des troubles psychiatriques qui peuvent s'avérer graves à long terme. Comment peut-on aider les familles à y faire face, les familles confrontées à ce problème? C'est ne pas... Je pense que la meilleure des choses, c'est se rapprocher de professionnels avertis qui peuvent préciser un trouble qui peut être lié soit à des difficultés scolaires chez l'enfant, soit à des difficultés familiales chez l'adulte, professionnelles chez l'adulte, soit aussi à des difficultés, à des problèmes sentimentaux chez l'adulte aussi, et qui peuvent être des moments passagers. Et ces moments de difficulté, on les connaît tout au long de la vie et des fois, il ne faudrait pas toujours penser à la maladie mentale qui est un état qui est quand même beaucoup plus grave. Existe-t-il des cellules de soutien pour les parents, pour les accompagnants justement? Des cellules de soutien, je dirais, pour rester dans le domaine professionnel, je pense qu'il y a dans toute la Guadeloupe, nous avons des structures, les centres médico-psychologiques, qui sont des structures... C'est la référence. C'est la référence pour nous en psychiatrie, qui permettent justement de poser, d'évaluer et de préciser des troubles qui peuvent inquiéter les familles, les parents, les amis, et qui peuvent être des lieux de dédramatisation de troubles qui nous inquiètent tous. Quel est le message? De dire que finalement la folie, les troubles mentaux, ce n'est pas si grave, ça se soigne? Oui, ça se soigne quand certains troubles. Il y a des troubles qui sont... Et je pense qu'il y a on parle beaucoup de cette maladie, la schizophrénie, qui est une maladie psychiatrique grave. Mais je pense qu'il y a des troubles aussi qui le sont moins, c'est qu'il faut prendre en compte. Je crois une petite déprime qu'on rencontre dans sa vie, je pense qu'il ne faudrait pas tout de suite parler de troubles psychiatriques graves. Il faut déjà... Patrick Gall, vous organisez dès demain des manifestations à l'attention du grand public, notamment des ateliers de sport, au Centre culturel Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre-demain, et d'autres manifestations? Non, au Centre Rémy Nassouta, ce n'est pas un atelier de sport, c'est vraiment une communication sur une activité que nous faisons en psychiatrie au CHU. Et je parlerai de sport doux. Ce n'est pas une activité sportive violente. On ne recherche pas la performance. Souvent, ce qu'on remarque chez le patient souvent de troubles psychiatriques, il n'habite pas son corps. Nous, on propose une activité que nous appelons la mobilisation corporelle pour permettre au patient d'habiter son corps et de ne pas tomber, de limiter l'ancrage de la maladie sur cette personne. Patrick Gall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le mois de mars est également le mois de communication sur le cancer colorectal. Une campagne a été lancée pour inciter les hommes et les femmes de 50 ans à 74 ans à se faire dépister. Un test que l'on peut faire chez soi. Reportage Loïs Ignace. Le cancer colorectal est le cancer de l'intestin, deuxième cancer sur l'ensemble du territoire et troisième en termes de mortalité. Il survient généralement après 65 ans. C'est un cancer qui a la particularité de se développer à partir d'une lésion précancéreuse qu'on appelle le polype ou l'adénome, qui va évoluer de nombreuses années dans le tube digestif avant de se cancériser. Donc c'est un cancer qui est détectable avant même son apparition. Tous les 2 ans, la Guadec, l'association guadeloupéenne pour le dépistage des cancers, envoie une invitation à participer au dépistage à la population dite à risque moyen. Avec cette invitation, la personne va aller consulter son médecin traitant qui va lui poser des questions pour éliminer tout signe pouvant potentiellement être en rapport avec un cancer colorectal. Si le médecin traitant décide que son patient est éligible, il va lui remettre le test. Ce test est gratuit. Il doit être fait et envoyé très rapidement dans une enveloppe de retour qui est jointe au test. Différents symptômes peuvent accompagner le cancer colorectal. C'est l'apparition de troubles du transit. Quelqu'un qui allait à la selle quotidiennement de façon régulière et qui voit apparaître soit une constipation, soit au contraire des débâcles diarrhéiques qui persistent, l'apparition de sang dans les selles, des alternances diarrhée-constipation, une grande fatigue, une anémie, une pâleur.
La meilleure façon de se prémunir contre le cancer colorectal est d'accepter de participer tous les 2 ans au dépistage organisé où environ 125 000 personnes sont invitées à faire le test chaque année. Dans un instant, découverte d'un nouveau jeu aquatique à Sainte-Anne, à Caruland. Et puis rencontre avec ces courageux, l'équipe qui a bravé l'océan pendant près de 50 jours. Elle avait été interrompue 10 jours pour cause d'implosion. La collecte de ferraille et d'autres déchets métalliques a repris jeudi dernier en Guyane. Reportage Stéphane Govindin d'ATV Guyane. La société Caraïbes Steel Recycling est la seule entreprise agréée pour la collecte et le tri de la ferraille sur le territoire guyanais. Arrivée à saturation il y a quelque temps, elle a été obligée de stopper ses activités afin de réorganiser la collecte avec l'aide des pouvoirs publics. Alors on a redémarré la collecte parce que la mairie de Remire-Montjoly et l'État nous ont mis à disposition un terrain de 2 hectares juste à côté. Donc on va pouvoir très rapidement sécuriser les stocks que nous avons et étendre notre capacité de stockage. Dans un second temps, nous réorganisons les choses avec le service de l'État pour enclencher des investissements qui vont permettre de mieux valoriser les métaux comme vous avez vu là et de repartir sur de l'exportation. Avant que la collecte soit interrompue, nous étions les premiers exportateurs de métaux de Guyane avec une capacité d'exportation de 5 à 10 conteneurs semaine. Depuis novembre 2014, la chute des cours des métaux a fait que l'installation de transit que vous voyez derrière est devenue une installation de stockage. Et à partir du moment où on a mis un site qui entreprend une démarche respectueuse de l'environnement, il faut faire taire, il faut mettre hors d'état de fonctionnement les filières illégales de manière à assurer un minimum de volume au site agréé. De réorganiser une filière comme ça met un certain temps parce que, ils ont à réunir autour de la table tout un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément prêts à y aller, de bon gré. Donc ce travail, ils le font, ça met un certain temps et j'ai bon espoir qu'on y arrive un jour puisque les événements que l'on connaît à l'heure actuelle montrent qu'on ne peut pas se passer de réorganiser cette filière puisqu'elle a des impératifs de santé publique que l'on ne peut pas nier. Le travail qu'il reste à faire est colossal car l'impact sur l'environnement et la santé sont lourds de conséquences. Les autorités en font actuellement un gros effort pour pouvoir prendre cette filière en main qui aurait dû être cadrée depuis 2009. On travaille de manière régulière, on a des réunions régulières pour arriver à trouver une solution. Et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, on pourra annoncer à la population que le cauchemar des véhicules qui s'amoncellent un peu partout en Guyane et des pneumatiques qui sont jetés dans les décharges sauvages sera terminé et qu'on aura sur cette problématique sorti une filière qui sera performante et créatrice d'emplois. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, la Cité des métiers a souhaité attirer l'attention des lycéens sur les industries culturelles et créatives. Une exposition a été mise en place à cet effet. Reportage Loïs Ignace. L'exposition issue du guide ICC réalisé par l'UNICEP, l'ACDIECT, la Cité des métiers, présente un panorama des industries culturelles et créatives. Les industries culturelles, on dit en général, ont pour source la production et la consommation des biens de la culture. Tout ce qui a trait aux livres, les films, les industries créatives utilisent la culture pour des produits qui ne sont pas culturels. C'est-à-dire, par exemple, faire appel à un artiste, on peut faire appel à un artiste créatif pour pouvoir créer. Pour réaliser cette exposition, la Cité des métiers est allée à la rencontre des professionnels. Vous avez un panorama de ce qui concerne l'industrie, l'édition, l'audiovisuel, les métiers de l'audiovisuel, les métiers des arts du spectacle, les métiers je pourrais dire, tout ce qui concerne le patrimoine. Enfin, nous avons essayé de lister les différentes activités, les filières qui se développent autour de ces industries. Les professionnels ont pu exposer les enjeux de ces industries et témoigner de leur parcours auprès des lycéens.
La solidarité envers les personnes âgées s'étoffe dans le Nord Grande-Terre. La ville de Petit-Canal vient de lancer l'opération de portage de repas. Ce dispositif permet de distribuer des repas aux personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus cuisiner seules. Mais cela permet également de tisser des liens et de garder le contact avec l'extérieur. Patrick Curie, Nathalie Dinan. Isolées, oubliées ou malades, tous les jours, les personnes âgées de la commune bénéficient de repas préparés par la cantine. L'objectif de la municipalité est de favoriser le lien social et de rompre l'isolement. Nous sommes partis sur une base prévisionnelle de 35 personnes. Nous avons fait les investissements en matière de conteneurs pour 35 personnes. Nous en sommes à 15, mais nous n'allons pas nous arrêter à 35 non plus. S'il s'avère qu'il y a un besoin au-delà de ces 35 personnes, nous allons nous donner les moyens d'accompagner la population parce que nous nous rendons compte bien qu'il y a une vraie nécessité et qu'il faut se donner les moyens d'améliorer le quotidien de la population en difficulté. Mathias et Gilbert font partie de cette population en difficulté. Ils sont ravis de cette initiative municipale et du soutien de l'association Colibri Service. C'est bien, c'est bien. Au lieu de rester à la cuisine et elle ne marche pas bien, nous avons une femme de ménage. Mais comme on m'a expliqué pour les repas à la municipalité, alors j'ai accepté. Avant, c'est moi-même qui ai mangé. On a débrouillé. On a fait manger quand j'ai aujourd'hui lundi. On a fait lundi pour une semaine. On a mettre au foie. Donc là, c'est plus facile de porter manger là-bas. Ah ben oui. Ça a arrangé moi beaucoup. Depuis le lancement du dispositif, il y a un mois, on compte déjà 15 abonnés. Un projet qui semble réellement intéresser les administrés en perte d'autonomie. Après de nombreuses difficultés en mer et des moments de joie et d'émerveillement, l'équipe de la grande expédition de la traversée de l'Atlantique à la rame est arrivée ce matin à Lens-Tabarin en Gosier. Près de 50 jours pour effectuer cette traversée océanique reliant les îles Canaries à notre archipel. Karen Diamin était également sur la ligne d'arrivée. Après plus de 48 jours passés en mer, Aude et ses coéquipiers ont franchi la ligne d'arrivée ce matin au Gosier. C'était une traversée très longue finalement, on va dire. On est parti des Canaries, donc on pensait mettre entre 35 et 40 jours pour traverser. Donc on est parti en janvier. Au bout de 12 heures de rame, on a une des rameuses qui s'est blessée au dos. Et donc du coup qui n'a pas pu ramer du tout de toute la traversée. Donc déjà au lieu d'être 6 rameurs, on se retrouvait au bout de 12 heures à 5 rameurs. Et en fait en bateau à rame on ne peut pas faire demi-tour, c'est pas possible, donc on a continué comme ça. Au bout de 2 semaines, notre pilote automatique est tombé en panne. Donc là on a dû barrer à la main, donc on n'était plus que 4 rameurs sur les 6. Et outre ces problèmes techniques, la météo de son côté aura elle aussi joué un vrai rôle dans la traversée. On est tombé sur 2 semaines de temps, mais sans vent, où on n'a pas du tout avancé. Et alors chaque jour qui avançait, on se disait c'est bon, on arrive dans 15 jours. Et 15 jours plus tard, on se disait c'est bon, on arrive dans 15 jours. Ces 15 jours ont été vraiment très très difficiles puisqu'en fait on voyait la date d'arrivée se décaler de jour en jour. Et si on n'a pas de vent, pas de courant, avec un gros bateau comme ça qui pèse à vide 1 tonne d'eau, à 4 rameurs, on peut rien faire, hein. On est très très frustrés parce qu'on se dit on est à 3 jours de l'arrivée, mais on peut pas ramer. Et dès que on a eu quelques jours de vent mal orienté et ensuite c'était parti et on a pu continuer et arriver à toute vitesse en Guadeloupe et on est là aujourd'hui auprès des amis et familles. Une joie immense, après 48 jours passés dans une promiscuité, pas toujours facile. C'était une expérience qui était vraiment très enrichissante à la fois de façon individuelle et collective puisque donc, dans ce petit bateau qui fait 2 mètres de large et 10 mètres de long, on vit dans une intimité inexistante en bateau mixte et donc on doit prendre sur soi pour vivre. Une expérience qui lui aura permis de faire le point sur ses projets de vie. Le parc Karukeraland de Sainte-Anne s'agrandit. Il a inauguré aujourd'hui son nouvel espace aquatique, le Splash Village. Une nouvelle offre pour tenter de séduire touristes,
mais également les locaux. Karen Diama s'est rendue sur place. Entre mini-golf, taureau mécanique ou encore trampoline, c'est un large choix d'activités qu'offre Karuke-Ralande à ses visiteurs. Et avec ses 4 nouveaux toboggans, Joël est sûr d'attirer un plus large public. Aujourd'hui, les gens partent, prennent l'avion à des centaines de milliers de kilomètres ou à quelque part même dans la Caraïbe pour vivre de la sensation forte et sortir. En restant en Guadeloupe, on va leur donner la possibilité de vivre cela. Donc ce n'est pas une folle idée, c'est satisfaire le client et leur donner toujours plus et avoir envie. L'idée de départ même, c'est de dire comment faire pour satisfaire chaque Guadeloupéen et chaque touriste qui pourrait venir ici. Alors pour répondre à cette demande, le parc propose un nouvel espace de détente et de jeux aquatiques. Le premier toboggan, donc il y en a 2 en fait, ça s'appelle le slide. Donc en fait, ça permet de faire des vagues. Ensuite, le deuxième toboggan, c'est le kamikaze. Donc on descend, enfin l'avalanche, on l'a renommé. Donc on descend en pente et après on arrive en glissade. Et le dernier, c'est le must, il permet de faire des tourbillons. Voilà, donc c'est le plus long et le moins rapide, mais avec le plus de sensations. Des sensations fortes qui seront néanmoins soumises à des règles de sécurité. On aura un maître nageur qui sera au-dessus de la plateforme avec un sifflet qui régule en fait les allées-venues, qui vérifie les tailles parce qu'il y a une taille minimum pour pouvoir monter sur les toboggans. Donc c'est 1,20 m, accompagné, non accompagné, sinon accompagné, peu importe la taille. Alors donc la personne qui sera au-dessus de la plateforme aura un sifflet, régule, donc permet aux personnes de s'installer au fur et à mesure, attend que les personnes qui arrivent en bas à l'atterrissage dans le bassin sortent du bassin pour ne pas que d'autres personnes puissent arriver et leur frapper la tête par exemple. Véritable attraction touristique, Karuke-Ralande offre à la ville de Sainte-Anne un nouvel espace attrayant. Nous sommes le territoire balnéaire par excellence. Bon. Et évidemment, c'est une attractivité. C'est un territoire qui naturellement a son attractivité, avec ses plages, avec son arrière-pays, avec les plateaux de l'Est, je parle de Sainte-Anne notamment. Et lorsque vous avez une sculpture qui encore vient accroître cette attractivité, donc nous en sommes fiers. Et je dis aussi que cette attractivité doit avoir des conséquences économiques, l'impact économique sur tous les secteurs de l'activité. Et c'est ce que nous voulons. Et nous sommes très fiers qu'en Guadeloupe, que nous ayons cette structure, qu'un Guadeloupéen ait eu cette imagination. Une imagination qui permettra à tous, petits et grands, de venir profiter de ces nouvelles sensations aquatiques. Avant de se quitter, quelques informations pratiques. Des coupures d'électricité sont prévues demain dans plusieurs villes de la Guadeloupe, dont Pointe-à-Pitre, Le Moule, Saint-François et Petit-Bourg toute la matinée. Et puis il était avec nous hier comme invité. Emmanuel Bernstein, journaliste, lance un appel à témoins pour collecter des informations sur la présence d'un sous-marin nazi vu dans nos eaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter l'équipe du documentaire dont le numéro s'affiche au bas de votre écran. Et puis la ville du Gosier, par arrêté municipal, interdit la pratique du camping sur toutes ses plages du 14 mars au 11 avril 2016. Voilà, vous êtes avertis. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, question directe présentée par Rédi Planté.